Europe. Europe 1. À la une, un patient sorti de son état végétatif après 15 ans. Les scientifiques ont réussi à le stimuler. Tous les détails dans un instant. Les autres titres. L'inquiétude des salariés d'Alstom. Le rapprochement avec l'allemand Siemens pourrait être officialisé aujourd'hui sur le ferroviaire, avec la crainte des doublons. Le mouvement des routiers, pour l'instant, il ne prend pas. Explication à suivre avec Nicolas Barré. Retour en Allemagne, 24 heures après l'entrée de l'extrême droite à la Chambre des députés. Nous essaierons de comprendre. Et puis l'Irlande du Nord, casse-tête du Brexit, ce sera l'enquête du 8h. La mobilisation contre la réforme du Code du travail va-t-elle se poursuivre et comment? À 8h15, le député de la France Insoumise, Adrien Quatennens, sera notre invité. Il n'avait plus aucun contact avec le monde extérieur. Et le voici soudain, qui ouvre les yeux, qui réagit. On commence avec cette nouvelle médicale qui devrait faire beaucoup parler. L'histoire d'un patient victime d'un accident de la route. Il était depuis dans un état végétatif. Mais les chercheurs de l'Institut des sciences cognitives de Lyon ont réussi à le stimuler. Alors attention, on ne parle pas du tout de guérison, plutôt d'un état de conscience minimal, mais un état de conscience tout de même. Les explications de Martin Fenot. C'est en stimulant ce qui s'apparente au système d'allumage et d'éveil du cerveau que les scientifiques ont observé chez ce patient des signes de conscience. Le jeune homme est dans un état végétatif depuis 15 ans. Il a été victime d'un accident de la route qui a causé de graves lésions cérébrales. Il y a un mois, les chercheurs ont implanté dans son cou une électrode reliée à un générateur d'impulsion électrique. L'appareil stimule un nerf, le nerf vague, qui pénètre dans le tronc cérébral jusqu'à la base du cerveau. Au fil des semaines, ils ont augmenté l'intensité des impulsions et aujourd'hui, le patient réagit. Quand on déplace un objet devant son visage, il le suit du regard. Quand on lui demande de tourner la tête, il obéit. Quand l'équipe médicale lui a fait écouter une musique qu'il aimait, une larme a coulé sur sa joue. L'activité de son cerveau a donc changé, c'est ce que montre son électroencéphalogramme. Mais cela va-t-il durer? D'autres patients pourront-ils bénéficier de la technique? Pas de réponse. Jusqu'alors, elle n'était utilisée que pour traiter des épilepsies ou des dépressions. Dans le cas de ce jeune homme, les scientifiques poursuivent les stimulations, lui qui présente désormais les signes d'un état de conscience minimal. Martin Fenot. Et tout de suite, une première réaction ce matin, celle du professeur en neurologie Laurent Cohen à la Pitié-Salpêtrière à Paris. C'est un espoir, c'est une avancée intéressante dans la mesure où c'est des situations dans lesquelles on n'a pas grand-chose à proposer. Des situations dans lesquelles on est globalement très démunis. Est-ce que ça peut marcher sur d'autres patients? Oui, il n'est pas dit que ça marche chez tous les patients, mais ça veut dire que ça peut marcher chez certains, au moins, des patients qui sont dans son cas. Si vous voyez une méthode qui est assez inoffensive et qui marche au moins chez certains des patients, vous avez envie de l'essayer chez d'autres. Le professeur Laurent Cohen, joint ce matin par Aude Vernuccio. Europe 1, il est 8h02. Journée décisive pour Alstom et Siemens. Ouais, le français et l'allemand pourraient officialiser aujourd'hui leur rapprochement, la création d'un Airbus du ferroviaire, selon l'expression consacrée. Il s'agit notamment de faire face à la concurrence chinoise. Alstom qui réunit son conseil d'administration avec le scénario d'une prise de contrôle par les Allemands, plus rentable. D'où l'inquiétude ce matin des salariés français. Nous allons à l'usine Alstom de Belfort, là où sont fabriquées les motrices des TGV. 480 personnes travaillent sur ce site. Elles craignent qu'avec l'arrivée de Siemens, il n'y ait plus assez de place pour tout le monde. Écoutez le maire de Belfort, Damien Mello. Siemens et Alstom ont beaucoup d'activités qui sont concurrentes. Construction de locomotives, de trains à grande vitesse. Donc le risque, c'est très clairement soit une fermeture de site, soit des licenciements. Quel poids l'État entend peser? Nous voulons avoir quelques garanties pour le site de Belfort, qui est quand même le site historique d'Alstom et qui a le véritable savoir-faire en matière de construction de TGV et de locomotives. Le maire de Belfort, Damien Mello, au micro d'Arthur Mbaché. Bon, le moins qu'on puisse dire, c'est que pour l'instant, le mouvement reste plutôt modeste. Nous parlons des routiers CGT-FO. Ils promettaient des blocages hier un peu partout en France contre la réforme du Code du travail. Ce ne fut guère le cas, même s'ils appellent toujours à la reconduite du mouvement aujourd'hui. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Jean-Philippe. Directeur du journal Les Échos. On a l'impression que, au-delà du simple cas des routiers, la mobilisation sociale a plutôt du mal à prendre. Oui, on nous avait annoncé une rentrée sociale très tendue en raison de cette réforme du marché du travail menée au pas de charge. Certains rêvaient de bloquer le pays. À l'arrivée, on n'a rien vu de tout cela. La leçon de ce mois de septembre, et on le voit encore avec les routiers, c'est que la contestation ne prend pas, alors même que l'on vient d'adopter une réforme majeure.
majeur et que l'on a connu, il n'y a pas si longtemps, des épisodes de contestation sociale très forte contre les différentes réformes de retraite, par exemple. Alors, la contestation ne prend pas, dites-vous, vous l'expliquez comment ? On assiste en fait à un mouvement de fond qui est le déclin du syndicalisme contestataire. La CGT a mobilisé toute seule contre les ordonnances parce qu'elle ne pouvait pas faire autrement que de s'opposer, c'est sa culture. Mais depuis le virage réformiste de Force ouvrière, elle est seule. Ce qui paye, ce n'est pas le syndicalisme contestataire, c'est la négociation. Ce changement de culture est profond. On voit mal FO, par exemple, basculer de nouveau dans un registre purement contestataire. Ça n'est pas le sens de l'histoire. C'est ce qu'a montré cette rentrée sociale 2017. Je m'empresse de dire que cela devrait être confirmé. Les réformes de l'assurance chômage et de la formation professionnelle seront un bon test. L'éclairage de Nicolas Barré, directeur du journal Les Échos. C'est dans un cadre historique et solennel qu'il a décidé de parler de l'Europe. Discours attendu d'Emmanuel Macron cet après-midi dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne à Paris. Le président va présenter son projet pour relancer l'Union. Des mesures concrète, promet l'Élysée. En tout cas, le président ne pourra pas compter dans l'immédiat sur le soutien d'Angela Merkel, très occupée. Le plus dur commence pour la chancelière allemande après sa victoire étriquée aux législatives. Elle doit maintenant former une coalition pour gouverner et sera obligée de discuter avec les libéraux qui rejettent précisément la vision européenne d'Emmanuel Macron. Et puis, on en a beaucoup parlé, il va falloir aussi composer avec l'extrême droite, le parti de l'Alternative pour l'Allemagne, qui entre à la Chambre des députés. C'est un choc. Alors comment expliquer ce vote ? Notre correspondante à Berlin, Hélène Kohl, a voulu comprendre. Voici son reportage. Dans ce quartier de l'ancien Berlin-Est, le parti Alternative pour l'Allemagne a récolté plus de 20% des voix. Une banlieue grise à 30 minutes de train du centre. Mais pour Mandy, qui tient un salon de coiffure, le sentiment d'être abandonné est fort. La majorité de ses clients ont voté AfD. C'est sûr qu'ils sont très frustrés et ça les inquiète. Et maintenant, avec les réfugiés, ils se sentent lésés. Ils ont vraiment peur pour leur avenir. Comme Marco, qui assume son vote. Je dirais même que ce résultat me rassure. Depuis des années, on avait les mêmes partis. Là, enfin, un parti qui va taper du poing sur la table. Il a conscience que le parti flirte avec les idées néo-nazis. Il y a des dérapages, oui, carrément de la part du candidat. J'espère qu'ils vont faire plus attention et réagir tout de suite quand ça se produit. Il faut se calmer, dit-il encore. L'AfD n'a pas pris le pouvoir. Moins d'un électeur sur 3 a voté AfD par conviction, mais 100% d'entre eux, selon un sondage, souhaitent le départ de la chancelière. Berlin, Hélène Kohl, Europe 1. Nous allons rester en Europe, encore que il est question maintenant du Brexit. Les négociations ont repris à Bruxelles, toujours un dialogue de sourds ou un poker menteur, c'est selon, avec les Britanniques qui préparent leur sortie. Un dossier délicat, surtout quand on évoque l'Irlande. C'est l'enquête du 8h. Bonjour Pauline Jacot. Bonjour. On va planter le décor tout simplement. Il y a la République d'Irlande, Dublin, qui fait partie de l'Europe. Et puis, il y a l'Irlande du Nord de Belfast qui appartient au Royaume-Uni. Alors Pauline, vous êtes allée sur place, voir cette frontière. Pour l'instant, aujourd'hui, on est d'accord, tout le monde peut encore passer. Oui, elle est complètement invisible. 30 000 personnes, fermiers, chefs d'entreprise, traversent tous les jours ces petites routes de campagne, 500 km, où se dressent à plusieurs endroits des panneaux avec 2 mots, Against Brexit, contre le Brexit, signe d'une inquiétude économique d'abord dans cette région qui a voté à 70% pour rester dans l'Union européenne. Est-ce que cela signifie concrètement qu'avec le Brexit, cette frontière sera fermée avec des barrières ? Eh bien, c'est tout l'enjeu. Elle pourrait être en tout cas contrôlée. Cette ligne invisible passe à 500 mètres du magasin d'électronique de Martin Waters. La moitié de ses clients vient de l'autre côté du sud de République d'Irlande. Si la frontière est là, ce sera fatal. On perdra notre commerce, on ne survivra pas, ce sera trop dur. On ne sait pas encore à quoi elle va ressembler exactement, mais dès qu'on va voir des policiers ou même des postes de contrôle sur la route, qui va venir dans notre magasin ? Absolument personne. Et à quelques kilomètres, une autre entreprise a gelé ses investissements, 2 millions d'euros suspendus en attendant de connaître le montant des barrières douanières, une question qui taraude aussi Mervyn James, chef d'une entreprise de matériel médical. Si on doit ajouter les taxes douanières pour vendre à l'Union européenne, ça va forcément faire augmenter nos tarifs et on ne sera plus du tout compétitif sur le marché. C'est pour ça qu'on réfléchit à déménager l'entreprise en Union européenne, au sud de la frontière. Et si on ne trouve pas de solution, prévient la Chambre de commerce, la contrebande, les trafics repartiront de plus belle. Une économie parallèle très répandue pendant le conflit, quand les chars britanniques surveillaient la frontière. Bon, évidemment, il y a un autre problème, Pauline, cette frontière qui fait ressurgir aussi les tensions entre les communautés
Personne n'a oublié Belfast, la guerre entre les protestants, les catholiques. Entre protestants, loyalistes fidèles à Londres et catholiques républicains qui veulent une Irlande unifiée. Certains comme Paul, médiateur entre les communautés de Belfast, craignent que cette nouvelle frontière ne devienne une cible de choix pour les groupes paramilitaires. On a toujours des tirs, des attaques punitives, des meurtres entre les loyalistes et les républicains. Ils ont toujours des armes, moins qu'avant bien sûr, mais ils les utilisent dans les rues. À Belfast, Londonderry au nord-ouest, on est dans un cessez-le-feu. C'est tout ce qu'on a obtenu à l'arraché en 1994. Et le risque que ce ciment européen disparaisse, c'est Sean, un ancien de l'IRA, qui le résume le mieux. Si on n'est plus européen, alors on redevient juste des Irlandais contre des Britanniques. L'enquête du 8h ce matin en Irlande du Nord, signée Pauline Jacot. 8h12, Patrick Cohen. La suite du journal, Jean-Philippe Ballas. Les débats sur le projet de loi antiterroriste ont commencé à l'Assemblée. Comme prévu, chacun est dans son rôle. Oui, le gouvernement défend un texte qu'il veut courageux pour sortir de l'état d'urgence. Un acte de faiblesse, rétorque la droite des Républicains, tandis que la France insoumise y voit au contraire un projet liberticide. Et dans ce contexte, un coup de gueule ce matin, celui du premier syndicat de police. Il demande la création d'une commission parlementaire sur le fonctionnement et le coût des écoutes téléphoniques. Oui, depuis la mi-septembre, les policiers ont l'obligation d'utiliser une nouvelle plateforme. Le souci, c'est qu'il y a des bugs techniques très nombreux, trop nombreux. Écoutez Christophe Rouget, le porte-parole du syndicat SCSI-CFDT. On nous a vendu une plateforme des écoutes pour le prix d'un TGV et aujourd'hui les enquêteurs ont un TER. L'interface est obsolète, laborieuse, chronophage. Les écoutes difficiles, les problèmes de connexion continuent et nous avons une grande cécité dans tout ce qui est la surveillance des smartphones, dans le domaine du data mobile. Je crois qu'il est temps que l'État fasse toute la lumière sur cet outil et ses limites opérationnelles. Il faut massivement investir pour le moderniser ou alors revenir au système des opérateurs privés si nous voulons avoir une sécurité efficace en France. Propos recueillis par Alain Acco, des policiers en colère et d'autres nouveaux qui arrivent. 1135 élèves gardiens de la paix ont intégré hier les 6 écoles françaises qui forment au métier d'agent de police. Nous allons à l'école de Saint-Malo à la rencontre de ces jeunes d'une vingtaine d'années, ultra motivés et conscients des risques d'attentats. C'est un reportage de notre correspondant dans l'Ouest, François Coulon. Nouveauté cette année, 20 heures d'un cours relatif à la gestion d'une tuerie de masse par les primo-intervenants. Autre innovation, une formation au pistolet mitrailleur HK qui fait partie de la dotation antiterroriste. Les attentats étaient hier au cœur de tous les esprits. Loïc, 21 ans. Ça m'a encouragé davantage à choisir ce métier. Ma mission principale, c'est d'être au service des Français. J'ai conscience du risque, donner sa vie pour les Français. Malgré le risque, Ben Moussa, père de 2 enfants, n'a pas hésité à s'engager. Et les attentats, ça conforte dans le choix du métier à faire, de ne pas se retrouver passif. Mon plus grand, lui, il dit, mais la police, papa, est-ce que c'est pas dangereux? Je dis, mais je vais être là-bas pour sauver les gens. C'est dangereux, mais j'ai des collègues avec moi, je suis pas tout seul. Johan, 28 ans, titulaire d'un bac pro élevage canin. Il y a toujours une crainte. On vit indirectement avec. On peut pas être préparé à l'instant T à un acte terroriste, en fait. Mais par contre, on va être formé pour réagir en conséquence. Si l'émotion post-attentat a pu faire naître certaines vocations, pas question d'accepter dans nos rangs des profils de héros vengeurs, souligne un responsable. Ceux-là n'ont pas franchi le cap de la sélection. Saint-Malo, François Coulon, Europe 1. Et puis du football avec des nouvelles de Lacazette à Arsenal, auteur d'un doublé. Hier soir, victoire 2-0 contre West Bromwich. Patrick. Merci, c'était Jean-Philippe Ballas, évidemment, pour le journal. Merci à vous, Jean-Philippe. Europe 1.